Bonsoir à tous, merci donc d'avoir patienté quelques instants. Sylvain Guignon de le Pôle épargne de Bourse Direct. Je vous accueille donc ce soir pour vous parler de SCPI de rendement et notamment les SCPI de rendement du groupe Atlante Voisin. J'aurai avec moi j'ai avec moi Romain Calbert qui est directeur des partenariats et qui vous parlera plus précisément donc des SCPI que vous pouvez souscrire par notre intermédiaire. Le webinaire est également enregistré, il sera en rediffusion sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, une grande partie de nos webinaires sont à disposition en rediffusion sur la chaîne YouTube de Bourse Direct. Pour commencer, tout d'abord, je dirais les communications réglementaires. Donc Bourse Direct est un prestataire de services en investissement qui assure de la réception, transmission d'ordre, de l'exécution d'ordre pour compte de tiers, de la négociation pour compte propre limité au règlement différé, du conseil en investissement et de la tenue de compte conservation. Donc à ce titre, la Bourse Directe est agréée par la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et supervisée par l'autorité des marchés financiers. Les produits SCPI interviennent dans le cadre du conseil en investissement. Et Bourse Direct est également courtier en opérations d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Donc, cela nous permet de proposer des contrats d'assurance vie ou des plans d'épargne retraite notamment disponibles sur le site boursedirect.fr et également sur le site épargne.boursedirect.fr. Ensuite, quelques petits rappels d'usage par rapport à votre situation. Chaque investisseur doit effectivement tenir compte de sa situation et ne doit pas avoir la performance passée pour seule motivation de souscription. Il faut effectivement, comme toujours, bien comprendre le produit dans lequel vous investissez. Sinon, moi, je vais plutôt avoir tendance à vous conseiller de ne pas investir dedans. Tous ces produits, donc vous avez une batterie de produits, de documents réglementaires qu'on sera amené à vous fournir, ou justement qui reprennent tous les tenants et les aboutissants, notamment les statuts, les prospectus AMF et également les documents d'information clés, plus communément appelés DIC, donc avant de prendre une décision finale. Puisque, pour rappel, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Sachant que les performances que vous verrez dans cette présentation sont nettes de frais. C'est-à-dire, vous les verrez, on en reparlera, frais de gestion de la SCPI et ainsi que frais de souscription. Voilà, donc je vais passer la parole à Romain qui va vous parler un peu plus en détail, donc tout d'abord du groupe Atlante et ensuite des SCPI qu'il commercialise. Oui, merci Sylvain. Donc Romain Calbert, je suis directeur des partenariats pour Atlante Voisin. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de balayer nos SCPI, hein, notamment deux de nos SCPI, hein, Épargne Pierre et Épargne Pierre Europe. Mais peut-être avant de démarrer, hein, pour recontextualiser, Atlante Voisin, on est un acteur historique, hein, de la SCPI. Je me plais à dire qu'on gère une des SCPI les plus anciennes, qui s'appelle Imo Placement, alors qui est pas notre SCPI la plus connue pour la simple et bonne raison que c'est une SCPI à capital fixe. Donc pour rappel, les SCPI à capital fixe, c'est les SCPI qui ne sont pas ouvertes en permanence, sur lesquelles on fait des augmentations de capital de temps en temps, on les ouvre à la collecte de temps en temps. Donc, pour l'anecdote, hein, c'est Monsieur Voisin qui était promoteur immobilier à Dijon, qui avait lancé donc en 1968 cette SCPI, Immo Placement. Derrière, finalement, on a commencé à avoir un développement plus important à partir de 2015 au travers de notre SCPI Épargne Pierre, qui est un peu notre cheval de course aujourd'hui. Donc je reviendrai largement sur cette SCPI. Et on a lancé l'année dernière une autre SCPI qui s'appelle Épargne Pierre Europe. Donc les SCPI sont vraiment distinctes en matière de stratégie, ne serait-ce que géographiquement. Il y en a une qui est franco-française, Épargne Pierre. Elle n'a des actifs qu'en France, elle n'investira qu'en France. L'autre, Épargne Pierre Europe, n'investit qu'à l'étranger, en l'occurrence en zone euro hors France. Alors, pour, euh, pour repréciser également, hein, chez Atlante Voisin, aujourd'hui on est 80, un peu plus de 80 salariés, donc une quarantaine de personnes à Paris, une quarantaine de personnes à Dijon, Dijon où on a toujours d'ailleurs notre siège social. Si je commence, hein, par notre SCPI phare Épargne Pierre, euh,
Donc, épargne pierre, c'est une SCPI sur laquelle on a une stratégie diversifiée sur tous les segments de l'immobilier tertiaire. Donc, à la fois bureau, commerce, bâtiments d'activité, entrepôts, hôtellerie de plein air aussi, quel nom chic hein, pour parler de camping, bâtiments de santé, bâtiments d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière bâtiments de santé, bâtiments d'éducation? On met dans cette catégorie-là, dès qu'on a des locataires dans le domaine de la santé ou de l'éducation, je vous donne un exemple, hein, il y a de plus en plus d'écoles supérieures qui prennent des antennes dans d'autres villes, hein. Je vous donne un exemple. L'école de commerce, par exemple, de Lyon peut être amenée à prendre des bureaux dans telle ou telle ville. Finalement, c'est des bureaux assez traditionnels qui sont juste aménagés pour accueillir un public d'étudiants. Donc, SCPI très diversifié, avec une subtilité hein, que je me permets de préciser. On a fait pas mal d'acquisitions commerce sur cette SCPI entre 2019 et 2020. Donc, on a acheté pas mal de murs commerciaux. Pourquoi? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que les prix des commerces avaient globalement moins augmenté que d'autres classes d'actifs que les autres classes d'actifs de l'immobilier. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on se rend compte que les chiffres d'affaires des commerçants et notamment de nos locataires commerçants résistent bien. Et le troisième élément, qui est plus politique, c'est que ça devient de plus en plus compliqué d'artificialiser les sols. Et notamment sur la partie commerce. En fait, ça devient de plus en plus compliqué de construire des nouvelles zones commerciales. Donc mécaniquement, bah, pour nous, avant le risque, hein, c'était qu'un promoteur vienne construire à 10, 15, 20 km et prendre un peu des consommateurs potentiels. C'est un risque qui tend à baisser de par cette raréfaction de l'offre nouvelle en matière de zones commerciales. Donc voilà, et ces pays extrêmement diversifiés, bah pour tout simplement parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des segments de marché qui peuvent souffrir à certaines périodes, davantage résister à d'autres. Bah, je vais citer typiquement l'hôtellerie. L'hôtellerie, on sait que ça a souffert pendant la période Covid. C'est bien reparti. Voilà, en tout cas, donc ça nous permet, nous, comme ça, d'être sur tous les volets de l'immobilier tertiaire et de saisir toutes les opportunités. Épargne Pierre, c'est une SCPI qui est franco-française, comme je l'évoquais, et qui est très présente en région. Alors quand je dis en région, hein, c'est versus Île-de-France. Historiquement, les SCPI se sont beaucoup développées en Île-de-France. Pourquoi? Bah, c'est que globalement, les sociétés de gestion qui les géraient étaient basées en Île-de-France, que le marché francilien, le marché de bureaux francilien était abondant. Donc mécaniquement, il y avait plus d'opportunités d'acquisition, notamment de bureaux en Île-de-France qu'en région. Nous, on a un peu on a toujours eu un peu le cheminement inverse. Alors peut-être hein, parce qu'on est bourguignon, mais toujours est-il qu'on est très présent donc, dans les grosses métropoles régionales, hein, des villes comme Lyon, comme Rennes, comme Nantes, comme Toulouse. Alors pourquoi on est très présent dans ces grosses métropoles régionales? D'une part, parce que l'immobilier globalement est un peu moins cher, donc ça nous permet d'acheter avec des rendements un petit peu plus élevés. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ça a permis à la SCPI, et ça permet toujours d'ailleurs à la SCPI, de tirer profit d'un phénomène qui a été à l'œuvre pendant pas mal d'années et qui continue d'être à l'œuvre. C'est le phénomène de métropolisation, avec des métropoles régionales qui ont un poids économique qui s'est beaucoup accru, et donc où il y a eu un besoin en bureau, bah parce qu'il y a eu tout simplement hein, beaucoup d'entreprises qui se sont développées, qui se sont installées donc dans ces grosses métropoles régionales, et mécaniquement un besoin en bureau. Donc ça, c'est le premier élément et c'est le camembert de gauche que vous voyez. Le camembert du milieu, c'est pour illustrer la mutualisation de la SCPI. euh, comme faut- un des atouts principaux de la SCPI, c'est la mutualisation. Quand on achète la SCPI, hein, pour rappel, c'est vraiment un produit à comparer avec de l'immobilier traditionnel. Et toujours avec cette question, finalement, j'achète un appartement, je le mets en location. Bah, vous prenez un risque sur un actif, sur un locataire. Sur une SCPI, vous prenez un risque sur plusieurs actifs, plusieurs locataires. Typiquement, sur Épargne Pierre, c'est une SCPI qui a une capitalisation, qui a une taille supérieure à 2 milliards d'euros. Donc c'est une grosse SCPI aujourd'hui, et il y a 1000 locataires. Donc bah, il y a une mutualisation qui est importante, ce qui permet, hein, pareil, bah, si on a un locataire qui vient à souffrir, typiquement à faire faillite, bah, on sait qu'on en a beaucoup d'autres pour assurer la pérennité du loyer. Et enfin,
sur la présentation, hein, vous pouvez voir le camembert de droite, c'est qui sont nos locataires, quel type de structure, et vous pouvez voir qu'à 80%, c'est des grandes entreprises ou des organismes publics. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que tout simplement, on est dans un contexte hein, d'inflation élevée, et qui dit inflation, qui dit indexation des loyers. Donc, chose positive, hein, c'est une des grosses forces de l'immobilier, et notamment de l'immobilier professionnel. Dans l'immobilier professionnel, nos baux sont indexés sur des indices. Alors, je vais pas rentrer dans le jargon, mais sur le bureau, c'est l'ILAT, et sur le commerce, c'est l'ILC. Globalement, c'est des indices qui suivent peu ou prou l'inflation. Donc, mécaniquement, dès qu'il y a de l'inflation, on a des indexations positives de loyer. Alors c'est une excellente chose pour l'immobilier tertiaire. C'est une des forces de l'immobilier tertiaire et des SCPI. Alors bien entendu, après l'enjeu, c'est de pouvoir faire passer ces indexations. Hein. Excuse-moi, Théodore, est-ce qu'on a une idée sur un an de l'évolution de ces indices Oui, alors c'est des indices qui fluctuent par trimestre. Typiquement au premier trimestre, on est de l'ordre de 5 ou 6%. en Alors variation annuelle? Hein. ouais, tout à fait. D'accord. Alors, en sachant qu'il faut bien avoir en tête que parce que finalement, si on revient un peu dans le passé, on va dire que si je schématise, hein, l'inflation a commencé à s'intensifier. Encore une fois, hein, c'est schématique, mais début 2022. Donc ensuite, l'inflation, elle va intervenir finalement en deux temps dans les baux. Pourquoi en deux temps? C'est que elle va d'abord elle va d'abord se refléter dans les indices. Les indices sont publiés trimestriellement, donc dans l'ILAT pour le bureau, l'ILC pour le commerce. Et ensuite, il faut qu'on arrive à la date d'anniversaire du bail. Donc, de fait, il y a un petit décalage dans le temps, ce qui fait globalement que les indexations sont assez élevées. Globalement, depuis le quatrième trimestre, on a des indexations qui sont assez élevées sur nos loyers. Bien entendu, les indexations, il faut pouvoir les faire passer, hein, si on a des locataires qui sont en souffrance économiquement. Bah, mécaniquement, ça va être compliqué de faire passer ces indexations. C'est la grosse force quand même de nos locataires et de nos SCPI, c'est qu'on a globalement 85% de nos loyers qui sont payés par des grandes entreprises et des organismes publics, donc des structures plus à même de passer des périodes compliquées et plus à même et sur lequel on aura moins, finalement, les locataires vont moins rechigner, entre guillemets, à payer les indexations. Alors j'ai une question sur l'indexation des loyers. Oui, Alors autant là on parle ici vraiment de l'immobilier d'entreprise, des fameux immobiliers tertiaires, oui. mais c'est également le cas pour quand vous êtes locataire. Votre loyer il est indexé sur l'indice l'ILC, je crois ça s'appelle, qui est l'indice des loyers. Et sous ceci est légal. C'est inscrit dans la loi que les loyers peuvent être indexés sur des indices spécifiques à chaque bien qui sont mis en location. Voilà ce qu'est l'indexation. Une autre question également, pour revenir, si on revient sur la slide précédente, on m'a fait des remarques, pourquoi pas plus d'entrepôts de biens de santé et d'éducation? Ouais, c'est une excellente question. Alors, juste quand même pour revenir sur l'indexation, l'indexation des loyers, l'avantage hein, de l'immobilier tertiaire, c'est que ça suit réellement les indices. Là où sur l'immobilier d'habitation, c'est plafonné de mémoire à 3,5. Hein. Donc, Oui, c'est ça. c'est une grosse force de l'immobilier tertiaire. Je me permets cette subtilité. Pourquoi, c'est une bonne question finalement. Pourquoi on n'achète pas plus de bâtiments de santé, bâtiments d'éducation? Alors, déjà, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est finalement pourquoi historiquement les SCPI, mais on pourrait prendre d'autres institutionnels comme les foncières cotées, vont sur des bureaux, sur des commerces, c'est que c'est un marché qui est extrêmement profond, avec beaucoup d'échanges d'immobilier. Donc mécaniquement, bah, on a plus d'opportunités d'acheter du bureau et des commerces, avec une grosse force, c'est que c'est c'est que c'est des bâtiments, je parle des bureaux, des commerces, qui sont, une fois qu'on arrive en fin de bail, alors c'est un peu caricatural hein, ce que je vais dire, mais qui sont facilement relouables sans grosse transformation. Dit autrement, un bureau bien situé, alors bien entendu, il faut qu'il soit bien situé. Vous avez un locataire qui part, euh, vous cloisonnez, vous décloisonnez, mais globalement, ça ne va pas engendrer des coûts trop importants pour relouer l'actif. À l'inverse, c'est pareil pour le commerce. Alors, encore une fois, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais demain, vous avez un Leroy Merlin qui part, ça peut devenir facilement un Décathlon.
À l'inverse, des bâtiments d'activité ou des entrepôts, c'est des actifs qui sont souvent ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, monovalents. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment déterminés pour une activité. Je vous donne un exemple. Si demain, vous avez un bâtiment d'activité avec pour locataire un transporteur, bah, le bâtiment, globalement, il est fait pour accueillir un locataire de transporteur. Ce qui fait que le jour où votre locataire y part, bah, vous retrouvez dans une situation où vous allez devoir relouer uniquement un transporteur. Et donc, mécaniquement, bah, vous allez avoir moins de possibilités de relocation, donc le pouvoir de négociation, il va davantage passer côté locataire que côté propriétaire. Donc, d'ailleurs, ça se paye. Les bâtiments d'activité, les taux de rendement ont tendance à être plus élevés, bah, pour la simple et bonne raison que le niveau de risque est un peu plus important parce que plus compliqué à relouer. C'est finalement un peu pareil, hein, sur les bâtiments de santé. Bah, bâtiments de santé, hein, le jour où vous avez un locataire qui part, c'est pareil, ça peut être plus compliqué à relouer. Ouais, Sylvain, j'espère que j'ai répondu à la question. Non, c'est parfait, merci beaucoup. Pour illustrer, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a en portefeuille. Alors oui, avant, hein, c'est une SCPI qui est labellisée ISR, donc investissement socialement responsable, notre SCPI épargne pierre. Juste, hein, qu'est-ce qu'on a derrière ce label? Alors c'est pas un label d'exclusion, hein. Si certains d'entre vous bah, sont investis sur les marchés financiers et sur des fonds, sur des OPC. Il y a quelquefois des fonds qui excluent bah, telle ou telle entreprise parce que le secteur n'est pas bon, etc. Sur l'immobilier, euh, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, bah, le label ISR, c'est pour les SCPI qui achètent que des actifs neufs. Mais j'ai l'impression, envie de dire, au contraire, l'enjeu sur l'immobilier, c'est ce devoir de non-artificialisation des sols. Finalement, en 2050, l'immobilier de 2050 ne va pas beaucoup varier par rapport à l'immobilier d'aujourd'hui, parce qu'il y aura de moins en moins de construction. Euh, en revanche, c'est le label ISR, c'est finalement rendre plus vertueux nos actifs. Bah, comment? Bah, par la baisse des consommations énergétiques, par le fait, dans des villes de grande taille, typiquement on prend l'Île-de-France, bah, mettre en place des bornes de recharge électrique pour favoriser la mobilité douce, des parcs à vélo pour favoriser bah, le déplacement à vélo, donc vraiment rendre plus vertueux nos actifs. Pour illustrer, hein, d'ailleurs, nos acquisitions, c'est toujours intéressant de voir ce que les SCP ont en portefeuille. Là, typiquement, on est à Toulouse. Donc, typiquement, une ville, bon, qu'on aime bien parce que c'est une métropole régionale qui est dynamique. Donc, c'est un locataire Pierre Fabre, hein, que groupe pharmaceutique, parapharmaceutique. C'est à un prix de 64 millions d'euros quand on a acheté l'actif. Un bail ferme long. Le bail ferme, hein, jusqu'en 2029 de mémoire. C'est un des avantages, hein, aussi des SCPI et de l'immobilier tertiaire, c'est que finalement, contrairement à l'immobilier résidentiel, votre locataire il est engagé dans une durée de 3, enfin sur des baux 3, 6, 9, avec souvent un engagement ferme du locataire. Autrement dit, on reprend, hein, mon exemple là de Pierre Fabre, bah, jusqu'en 2029, hors faillite, bien entendu, le locataire est contraint de payer, enfin est engagé contractuellement à payer son loyer. Prix de 64 millions d'euros, donc un des avantages de la SCPI, finalement, ça vous permet de toucher à une classe d'actifs sur laquelle bah, il est compliqué d'aller seul, hein. Il est compliqué quand même de s'acheter, hors fortune importante, un actif à 64 millions d'euros. Là, ça permet bien entendu d'acheter avec des montants beaucoup plus faibles, des actifs finalement, d'avoir dans son portefeuille des actifs comme celui-ci. Juste un taux de rendement acte en main. Nous, le taux de rendement acte en main de cette acquisition, il est de 6,5. Hein. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que c'est un taux de rendement acte en main? C'est finalement, nous, on achète un actif 90, on paye des frais de notaire, des frais d'agent de 10, en tout, on va dire. On arrive à 100, on touche un loyer de 6,5. Nous, hein, pour information, on achète en moyenne avec un rendement de l'ordre de 6. Toujours pour illustrer, là nous sommes à Lyon, enfin à Chaponnet, hein, qui est à côté de Lyon, enfin, on va dire entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry. C'est le siège social de Grand Frais. Donc Grand Frais qui est une boîte, hein, que vous devez connaître, qui se développe énormément, et finalement qui était propriétaire de son siège social et qui a préféré l'externaliser, donc le vendre, bah, pour se concentrer sur son développement, l'ouverture de commerce, etc. By Ferme Long, hein, aussi, hein, donc toujours cet avantage.
Pour illustrer la partie commerce, hein, donc comme je le disais, nous, on a fait pas mal d'acquisitions commerce entre 2018 et 2020. Alors, qu'est-ce qu'on entend par commerce? Finalement, il y a un peu trois types, hein, de commerce qui existent. Le commerce de pied d'immeuble, ça c'est le premier élément, la première typologie, les centres commerciaux et ce qu'on appelle les retail parks. Donc les retail parks, hein, c'est un peu ces centres commerciaux à ciel ouvert, donc ces zones commerciales. Nous, on a deux types sur les trois. On n'a pas de centres commerciaux. On a soit du commerce de pied d'immeuble, donc en centre-ville, soit des retail parks. Donc typiquement, là, je diffuse, hein, la photo d'un Intersport. Alors, pour la simple et bonne raison qu'on a fait l'acquisition de plusieurs magasins Intersport. Alors, c'est un des plus gros, le plus gros franchisé Intersport. Pour un prix global de 13 millions, taux de rendement de 6. C'est des actifs qui sont assez intéressants, hein, ces zones commerciales, hein, ces retail parks. Ça accueille, ça accueille donc c'est toutes ces enseignes, hein, Intersport, Decathlon, Action, Maison du Monde, Jardiland. Alors c'est assez intéressant parce que globalement, les niveaux de charge et les niveaux de loyer sont assez élevés pour les commerçants. Donc c'est des commerces qui tournent bien, qui restent, hein, globalement. Et nous on le voit, hein, même quand il y a des départs de locataires, on arrive facilement à les retrouver d'ailleurs, à les retrouver derrière. Donc c'est des commerces qu'on aime bien. Pour illustrer la partie activité entrepôt, bah, typiquement là on est sur quatre entrepôts qu'on loue à Chronopost. Voilà, un site donc à la fois Narbonne, enfin dans plusieurs villes de France. Pour revenir sur la carte d'identité d'épargne Pierre, donc épargne Pierre, c'est un rendement de 5,28. Alors bien entendu en 2022. Alors bien entendu, hein, il n'y a pas de, bah, vous le savez, hein, il n'y a pas de garantie sur le rendement. Ce rendement, il peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Et bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Toujours est-il qu'on a quand même une visibilité sur le rendement 2023. On sait qu'on sera globalement entre 5,15 et 5,30. Le prix de souscription d'épargne pierre est à 208 euros, en sachant que nous on demande un minimum de 10 parts, donc 2080 euros. Et pour rappel, il y a des frais de souscription de 10%. Et donc sur les SCPI, vous achetez à 100, vous touchez votre revenu sur 100, vous revendez demain, vous récupérez 90 s'il n'y a pas d'évolution du prix de la part. Finalement, c'est un peu comme de l'immobilier traditionnel. Vous achetez 90 sur votre appartement, vous payez des frais d'agent, frais de notaire, on va dire de 10 en tout, donc ça fait 100. Sauf que pareil, hein, s'il n'y a pas d'évolution du prix de l'immobilier, vous récupérez 90. Entrée en jouissance, premier jour du sixième mois. Autrement dit, hein, si vous investissez, donc typiquement, je reprends, nous sommes actuellement en avril, vous investissez en avril, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, vous allez rentrer en jouissance au 1er octobre, c'est-à-dire qu'à partir du 1er octobre, finalement, vos parts, elles vont commencer à réellement vous générer un rendement, et donc vous allez toucher votre premier revenu le 20 janvier, afférent au quatrième trimestre, puisque pour rappel, hein, nous payons de façon trimestrielle. À terme échu. À terme échu, tout à fait, tout à fait. Alors d'ailleurs, hein, c'est un élément qui est intéressant, hein, c'est si vous aviez investi en mars, vous rentrez en jouissance, donc le premier jour du sixième mois, pareil, donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc vos parts commencent à réellement générer un revenu le 1er septembre, donc vous touchez votre premier revenu le 20 octobre, afférent au troisième trimestre, en l'occurrence un tiers du trimestre, parce que vous êtes rentré, les parts sont rentrées en jouissance au 1er septembre. J'espère avoir été clair sur cette petite subtilité. Alors, autre subtilité, hein, qui est importante. Alors, l'idée, c'est de pas faire de pas avoir d'avoir le moins de jargon possible, mais il y a un élément qui est intéressant sur les SCPI, c'est que les SCPI, bien entendu, c'est un produit qui est non coté. Et donc le prix de part, il évolue bien entendu au gré des expertises immobilières des actifs qui composent la SCPI. Et l'autorité des marchés financiers autorise le prix de la part à osciller entre -10 et +10 par rapport à ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est finalement si on constituait la valeur au 1er janvier de chaque année,
on le divisait par le nombre de parts, à quelle valeur on arriverait. Ça permet de voir si une SCPI, elle est décotée ou elle est surcotée. Parce que bien entendu, plus la valeur de reconstitution est haute par rapport au prix de la part, plus il y a de probabilité que la part soit augmentée. À l'inverse, si la valeur de reconstitution est inférieure au prix de la part, bah, il y a davantage de chances que si l'immobilier venait à baisser, bah, que la société de gestion soit dans l'obligation de baisser le prix de part. C'est un élément qui est très, très protecteur sur épargne pierre, puisqu'on a un prix de part à 208 euros et une valeur de reconstitution à 200. Alors, dans la présentation, je ne l'ai pas actualisée, mais elle est à 225 euros aujourd'hui, hein. 224 euros, c'était la valeur au 1er janvier 2022. Elle est passée à 225 euros au 1er janvier 2023. Euh, Une question notamment sur les rendements. Oui, Euh, Tu as le taux de distribution à 5,28% et un TRI 5 ans à 4,07. oui, Peux-tu expliquer la différence et comment est appréhendé ce TRI à 5 ans? oui, bien sûr. Donc, en fait, le TRI, donc le Taux de rendement interne, hein, taux de si rendement possible. interne, exactement. Euh, En fait, la grosse différence par rapport au taux de distribution, le taux de distribution, c'est vraiment ce qu'on qualifie de rendement. Donc, c'est que finalement, vous investissez 100. Si le taux de distribution il reste stable dans le temps, on va dire une SCPI qui verse 5, bah vous allez toucher toujours 5. Le TRI, il va prendre en compte l'évolution du prix de la part. Or, sur une SCPI comme épargne pierre, bah, si vous avez investi à 5 ans, vous aviez investi la SCPI à 5 ans, elle valait 205 euros. Donc vous aviez investi 205 euros, vous touchiez votre revenu, on va dire à peu près, alors le rendement a un petit peu fluctué, mais on va dire globalement entre 5,30 et 5,50 chaque année. Mais vous revendez aujourd'hui, vous revendez, vous récupérez 208, donc qui est le prix de la part actuellement, moins les frais de souscription de 10%, ce qui fait 187,2. Donc vous aviez investi, c'est comme finalement si vous aviez investi 100 il y a 5 ans, vous avez touché votre revenu, on va dire, hein, de 5,30 pendant 5 ans, mais vous revendez aujourd'hui, vous ne récupérez pas 100, mais vous récupérez 92 à peu près. Voilà, donc bien entendu, bah, plus la part s'apprécie, plus le taux de rendement interne augmente. À l'inverse, si la part baisse, bah, mécaniquement, ça fait baisser le taux de rendement interne. Voilà, donc effectivement, pour simplifier un peu, taux de distribution 5,28%, ça c'est un rendement quand vous conservez les parts sur 12 mois, ce qui était distribué sur les 12 mois de 2022. Et votre TRI, c'est vous achetez, vous touchez les revenus pendant 5 ans et vous sortez au bout de 5 ans. Voilà, effectivement. Et ce qui explique que le TRI soit seulement de 4,07, c'est ces 10% de frais de souscription. Et qu'il y a eu une revalorisation de parts de seulement 3 euros, donc ce qui fait un 1,5%. Et donc il y a une question aussi sur le prix de retrait. Qu'est-ce que le prix de retrait? C'est le prix de souscription moins les frais de souscription de 10%. En l'occurrence, ici, on a un prix à 208 euros. 10%, ça fait 20,80 euros. Et quand on défalque bien ces 20,80 euros au 208, on tombe sur ces 187,20. Voilà, c'est ce qu'on appelle le prix de retrait. C'est le prix à laquelle vous allez pouvoir vendre vos parts. Et donc, ce qui explique un TRI à 4,07, puisque entre une entrée à 205, 4 années à 5%, 5 années à 5%, pardon, plus 187,20 euros à la sortie, on a un TRI inférieur à 4,07%. Merci Sylvain. Donc voilà pour épargne pierre, hein, donc SCPI hein, extrêmement mutualisé, donc qui existe depuis 2013, hein, je l'avais pas précisé, qui a investi donc comme je l'ai dit exclusivement pardon en France, et donc nous avons lancé une nouvelle SCPI hein, qui s'appelle Épargne Pierre Europe. Alors hein, juste pourquoi on a lancé cette SCPI? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que bah, certains épargnants bah, sont à la recherche de diversification géographique, finalement d'aller dans d'autres pays que la France, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que l'aspect fiscal, l'impact fiscal est moindre pour des actifs détenus à l'étranger, notamment il n'y a pas de prélèvements sociaux qui sont quand même à 17,2. Donc finalement le fait d'avoir des biens à l'étranger, ça enlève ces 17,2 prélèvements sociaux. D'un point de vue immobilier, c'était intéressant pour nous d'avoir une SCPI qui investit à l'étranger. Pour quelle raison? C'est qu'on a un autre véhicule qui achète à l'étranger.
notamment en Espagne, notamment aux Pays-Bas. Donc finalement, bah, nous, société de gestion, on a recruté des personnes, des chargés d'investissement pour acheter à l'étranger. On a mis en place des procédures pour acheter à l'étranger. Bah, donc l'idée, hein, bah, c'était de faire profiter aussi nos porteurs de parts de cette compétence qu'on a développée en achetant à l'étranger. Il y a un dernier élément qui s'est greffé pour le lancement de cette nouvelle SCPI, c'est que contrairement à la France, où pour l'instant, alors mes propos sont quand même à prendre avec des pincettes, mais pour l'instant, enfin, sur 2022 en France, il y a eu relativement peu de constatation de baisse de prix des actifs. Globalement, les valeurs d'expertise, les valeurs immobilières se sont tenues. Je reprends hein, nous sur l'épargne pierre. D'ailleurs, on est en légère hausse. Hein, les valeurs d'expertise sont en très légère hausse. Euh, à l'inverse, à l'étranger, dans certains pays, le marché immobilier a baissé. Pourquoi ça a baissé? Bah, c'est que souvent à l'étranger, il y a beaucoup d'opérateurs qui fonctionnent davantage à crédit, davantage avec des taux variables, et donc ça engendre davantage de vendeurs contraints. Finalement, bah, quand on est avec des taux variables, le problème c'est que le jour où les taux remontent, euh, bah, vous avez un coût de la dette qui augmente de façon importante, et il y a des vendeurs, des propriétaires, pardon, qui sont contraints de vendre. Donc nous, ça nous permet quoi? Ça nous permet de saisir des opportunités, de rentrer sur ce qu'on considère un bon timing de marché, parce qu'avec un prix des prix finalement plus bas aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Donc nous avons pour toutes ces raisons lancé Épargne Pierre Europe en fin d'année dernière. C'est une SCPI qui a investi hein, globalement dans trois pays plus un. Les trois pays étant Pays-Bas, Espagne, Allemagne, le plus un étant Irlande. En sachant qu'on a déjà des actifs aux Pays-Bas, en Espagne, bientôt en Allemagne, je reviendrai dessus. C'est une SCPI, hein, nous, on a toujours cette vocation d'être le plus diversifié possible bah, pour saisir toutes les opportunités de marché. Donc on est investi, et elle sera investie à la fois sur du bureau, du commerce, des bâtiments d'activité, des entrepôts. Euh, c'est une SCPI qui aujourd'hui fait 30 millions d'euros de capitalisation, qui fera entre 80, enfin entre 75 et 100 millions au 1er janvier 2024, avec un rendement cible entre 5 et 5,5 brut de fiscalité. Pour illustrer, hein, toujours, hein, moi je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce que les SCPI achètent. Donc là, on est aux Pays-Bas. Alors, le locataire, c'est Dentsply. Hein, Dentsply, alors le nom, c'est une boîte de mémoire américaine qui est pas forcément très connue pour on va dire pour le particulier, mais ils fabriquent tout ce qui est équipement dentaire. C'est typiquement eux, enfin c'est un des fabricants des fauteuils à destination des cabinets dentaires. On est dans la zone de La Haye, prix de 3 millions, taux de rendement 8, donc c'est un rendement quand même qui est intéressant, hein. C'est rendement, encore une fois, acte en main. Alors, bien entendu, hein, il y a pas de garantie sur la base de rendement, mais voilà, c'est quand même un des éléments qui est intéressant. Toujours pour illustrer, là c'est du commerce alimentaire à Barcelone, qu'on loue à Dia. Alors je précise, un Dia, c'est un acteur que vous ne voyez plus en France. C'est un acteur qui est sorti du marché français, mais c'est un acteur qui est extrêmement présent sur toute la péninsule ibérique ainsi qu'en Amérique du Sud. On a acheté, alors j'ai pas encore la photo, ce qu'on vient de l'acquérir. On a acheté un troisième actif à Oviedo aussi en Espagne. Et là, on devrait acheter un quatrième actif, en l'occurrence du Pays-Bas, du bureau, pardon, enfin un actif de bureau aux Pays-Bas. On est en train de regarder un portefeuille de commerce en Allemagne et d'autres actifs en Espagne. Donc voilà, la SCPI est en train de se mutualiser au fur et à mesure du temps, avec donc cet avantage hein, sur une SCPI récente, très récente même comme Épargne-Pierre Europe, c'est que finalement, on saisit aujourd'hui des opportunités de marché qu'on juge très bonnes, puisque, encore une fois, à l'étranger, dans certains pays, les prix de l'immobilier ont baissé. Voilà sur... Alors, petite question, comme c'est une SCPI qui vient d'être lancée, est-ce que la distribution démarre déjà dès maintenant trimestriellement?
Oui, tout à fait. Alors, excellente question. C'est une SCPI qu'on a lancé fin 2022 et on va déjà distribuer le premier dividende là le 20 avril, donc afférent au premier trimestre, donc 2023. Et ensuite, hein, c'est donc pareil, hein, c'est les mêmes conditions. Alors, c'est vrai que je l'ai pas évoqué, mais c'est les mêmes conditions qu'épargne-pierre. Entrée en jouissance premier jour du sixième mois, versement trimestriel. Versement trimestriel et autre versement trimestriel et 10% de frais de 10% de souscription. frais de souscription. Voilà. Pardon, merci. Très bien. Donc en gros, c'est ça, c'est répliquer le modèle d'épargne pierre sur l'Europe. C'est exactement ça. C'est finalement, c'est un peu la petite sœur d'épargne pierre, mais version zone euro hors France. Alors voilà, de mon côté, effectivement, je voulais revenir sur notamment les avantages et les inconvénients de la SCPI, hein, plus communément appelée pierre papier. Tout d'abord, effectivement, on est dans de l'immobilier, c'est un sous-jacent en placement de long terme. On l'a constaté par exemple sur les 10 dernières années où les revalorisations du portefeuille et des prix de part n'ont pas forcément permis de rembourser pardon, les frais de souscription. En règle générale, le 10%, c'est une moyenne sur toutes les SCPI dites traditionnelles. Sachant que c'est un produit toujours dans les inconvénients qui ne présente aucune garantie en capital ni en rendement, parce que bien que les loyers peuvent être indexés à la hausse, effectivement, reste à pouvoir faire passer ces hausses de loyer, mais aussi, on a aussi le fait du taux de vacances. Si vous passez d'un taux d'occupation de 100% à 95%, ça va avoir tendance à faire baisser le rendement, à faire baisser, pardon, la distribution. Bien que sur les 95%, on ait pu augmenter par exemple le loyer de 1%. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Donc on le reprend en dessous, hein, qui est un placement soumis aux fluctuations du marché immobilier. Donc au niveau des frais, les frais de souscription, donc en moyenne 10%. Sur les frais de gestion, vous êtes également aux alentours de 10%, c'est ça, hein? C'est ça, on est à 10%, en sachant que bien entendu, ces frais de gestion, ils viennent avant la distribution. La distribution, elle est. Ouais, le client qui investit 100, il a bien touché 5. Ça, 5,28, pardon. Alors, comment dirais-je, justement, pour revenir sur ces frais de gestion, les frais de gestion sont prélevés sur les loyers encaissés et les produits financiers. Alors, par exemple, j'ai pour habitude de calculer assez succinctement le 6% acte en main, bah, justement, vous enlevez ces 10% de frais de gestion. Donc, déjà, on tombe à 5,40 potentiellement distribuables, sachant que là-dessus, vous devez encore impacter les provisions pour travaux. Donc, en règle générale, j'ai pour habitude de défalquer un rendement acte en main de 20% pour obtenir un peu le rendement net distribué. Là, en l'occurrence, on est un peu au-dessus, puisque si tu me dis que vous faites des rendements de 6% acte en main, on a une distribution aux environs de 5, donc on a un peu moins de 20% concernant les frais de gestion, les provisions, qui, je pense, s'explique aussi par une SCPI récente qui achète des actifs récents, donc avec assez peu de travaux à faire, au contraire de SCPI qui pourrait dater comme je pense à Épargne Pierre, qui date de 68 ou 70, je ne sais plus exactement quelle année elle a été transformée en SCPI. Mais voilà ce qui peuvent aussi expliquer, je dirais, ces rendements. Faible liquidité départ, effectivement. Alors je reviens dans le disclaimer dessus. On est sur ce qu'on appelle des SCPI à capital variable. Donc c'est-à-dire que pour le moment, la SCPI, si elle a des liquidités, elle est capable de vous racheter vos parts mensuellement. Mais s'il venait à y avoir par exemple une trop grande affluence de rachats, eh bien, vous auriez peut-être, je dirais, de mauvaises surprises en n'ayant pas la possibilité de vendre vos parts. Donc, on a, pour en revenir effectivement, la fiscalité, qui est aussi un des gros inconvénients, puisque là, ça viendra, enfin, si vous avez des biens en location, c'est du revenu foncier. Donc, c'est des revenus qui seront bruts soumis à l'impôt sur le revenu, donc le barème progressif, et aux prélèvements sociaux. Ce qui fait que par exemple, si vous êtes dans la tranche à 30%, vous ajoutez 17,2% de prélèvements sociaux, un rendement de 5%, après fiscalité, il va tomber aux environs de 2,60. C'est pour ça aussi qu'il convient de regarder ceci. Alors, l'avantage, effectivement, pourquoi une européanisation ces derniers temps, c'est que les biens à l'étranger ne sont pas, enfin, les revenus issus des biens à l'étranger ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. Donc, un des premiers points. Et le second point, c'est que c'est une fiscalité sur les sociétés dans chaque pays qui est payée.
et qui ensuite aura des modalités d'imposition en France selon deux types et qui permettront également de baisser la fiscalité et d'être un peu inférieur à votre tranche marginale d'imposition, mais plutôt au taux effectif. Là encore, enfin, tous ces revenus, vous allez voir, quand vous avez des CPI avec des revenus étrangers, vous allez tomber dans votre déclaration à faire une 2047 qui sont des revenus fonciers étrangers. Mais de toute façon, chaque société de gestion vous fournit tous ces documents qui vous permettent de remplir correctement votre déclaration. Et puis, quand bien même vous avez souscrit par notre intermédiaire, eh bien, nous sommes là également pour vous assister et vous expliquer tous ces tenants et aboutissants. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, le rendement brut embarqué de 5,50, c'est fiscalité étrangère comprise. En gros, la distribution, en fonction de la répartition du patrimoine, elle devrait plutôt être la nette dans votre poche, je dirais, elle devrait, que vous touchez chaque mois, elle devrait être aux alentours de 4,5, je pense, 5%, puisque l'impôt étranger est payé directement. Et vous, donc tout ça est remis à plat dans votre avis d'imposition, où effectivement on va regarder selon vos revenus, fiscaliser ces revenus et prendre en compte des crédits d'impôt issus de ces impôts payés à l'étranger. Également, d'autres inconvénients, donc on est sur de l'immobilier, donc on est imposable à l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà en gros résumé les inconvénients essentiels. Du côté des avantages, donc effectivement, placement souple et accessible avec des faibles montants, on l'a vu, hein, en l'occurrence ici on peut accéder à hauteur de 10 parts sur épargne pierre, donc 2080 euros. Sur épargne pierre Europe, quel est le minimum de souscription? 10 parts aussi, donc 6 000 euros. Non, 30 parts, pardon, donc 6 Voilà. 000 euros, excusez-moi. Pas de souci. Perception des revenus réguliers sous forme de loyer sans souci de gestion. Effectivement, la société de gestion est là pour s'occuper de gérer ses biens, hein, du suivi auprès des locataires. Voilà, c'est ce qui va expliquer que peut-être que par rapport à un bien que vous allez louer, vous, alors je pense plutôt à un appartement, hein, c'est plus facile, hein, parce que avoir des locaux ou avoir des locaux commerciaux, ça peut se faire pour un particulier, un commerce de pied d'immeuble, bah, vous allez avoir des soucis de gestion. Alors peut-être vous allez faire appel à une agence, et ben là en l'occurrence on a une société de gestion qui s'occupe de tout cela et vous touchez net de tout frais chaque trimestre les revenus avec une information trimestrielle, je crois qu'elle est passée semestrielle, mais je ne sais pas, vous avez conservé des... Trimestriel. Voilà, mais je sais que l'AMF maintenant Ouais. il y a des informations, certaines sont passées en semestriel puisque l'obligation a été changée, mais bon vous avez gardé l'obligation, enfin la diffusion trimestrielle, pardon, où vous avez effectivement une actualité, tout est transparent, vous voyez les biens qui sont acquis, on vous indique quels sont les locaux qui sont devenus vacants, les relocations. Enfin, voilà, c'est à chaque fois, il y a au moins 4 pages de mémoire dans ces documents qui vous sont envoyés trimestriels, sur lesquels vous pouvez suivre au plus près. Vous pouvez même participer à l'Assemblée générale chaque année des SCPI pour pouvoir voter à ces assemblées. Alors également, donc oui, les gros avantages, donc l'accès au marché de l'immobilier d'entreprise qui offre des rendements supérieurs à ceux de l'habitation. Romain le disait tout à l'heure, ils ont fait l'acquisition d'un bien à 64 millions d'euros. Bah, là, vous allez avoir une part de ce bien du fait que vous êtes investi dans la SCPI, ce qui ne serait pas possible en direct. Également une mutualisation des risques grâce à une grande diversification, qu'elle soit géographique, sectorielle, locative. Donc là, on est dans le cadre, excusez-moi, d'une SCPI française, mais diversifiée en région, et une diversification avec du bureau, du commerce, puisque chaque typologie de bien ne va pas forcément se comporter de la même façon dans des marchés immobiliers à l'heure actuelle. Certains vont être plus résilients que d'autres, ce qui permet, cette diversification permet d'avoir enfin, que les variations de revenus ne soient pas trop fortes. Si vous êtes sur des typologies de biens, j'ai vu passer une question, notamment une remarque sur le rendement. Alors effectivement, oui, vous avez actuellement des SCPI à 100% en entrepôt qui distribuent du 5,80 voire presque du 6%. Mais en l'occurrence, euh, s'il devait y avoir de la vacance, ce rendement pourrait baisser fortement. Avec ce genre de SCPI très diversifié, on est fortement à l'abri de ce genre de phénomène. Par rapport au taux enfin, au taux de distribution, il y a aussi le fait du report à nouveau ou pas. On a beaucoup de SCPI qui, quand une SCPI vous distribue 5-6%, enfin, quand on se rapproche de 6%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de report à nouveau. C'est-à-dire que si les loyers s'arrêtent demain, ils seront incapables de vous distribuer quoi que ce soit. Alors que certaines SCPI,
vont mettre en réserve des loyers pour avoir 1, 2, 3, 6 mois, 12 mois de report à nouveau pour, en cas de défaillance forte de locataires, de pouvoir maintenir des loyers à des niveaux traditionnels. Peux-tu, Romain, préciser ce qu'il en est chez Atlante Voisin pour Épargne Pierre concernant le report à nouveau? Ouais, alors, sur les pommes de pierre, on est sur un SCP qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et mécaniquement, c'est beaucoup développé dans un contexte où l'immobilier était assez cher. Donc, où les rendements avaient tendance à se compresser. Euh, Autrement dit, on a fait peu de reports à nouveau, hein. On est légèrement supérieur à 15 jours de report à nouveau. On a cette stratégie d'en faire, hein. Finalement, on n'a pas la stratégie de tout distribuer. Avec aussi un autre élément qui est intéressant sur épargne pierre, euh, c'est que le revenu distribué, ce n'est que ce qu'on appelle nous du résultat courant. Ce n'est que lié au loyer. On ne distribue pas de plus-value. Or, en 2023, on va commencer à vendre des actifs et donc mécaniquement à distribuer de la plus-value. Alors, je reviens d'ailleurs sur l'observation où le rendement dont il est fait mention par le participant, donc c'est le TRI. Alors oui, effectivement, euh, il aurait fallu plutôt avoir un TRI 10 ans, puisque 5 ans, c'est pas l'horizon d'investissement recommandé. Donc en 5 ans, 10% de frais de souscription, ça fait 2% par an. Donc le rendement, plus ce TRI va monter, plus vous allez garder longtemps ces SCPI et plus les biens seront revalorisés. Et la moyenne de détention, c'est 22 ans, hein, sur les SCPI. Donc c'est aussi des produits qui sont parfaitement transmissibles, puisque moi j'ai le cas de clients qui souscrivent un nombre pair, enfin un multiple du nombre d'enfants pour qu'au moment de leur succession, les parts de SCPI soient transmises sans souci, qu'il n'y ait pas de mauvaise quote-part. Donc là, en l'occurrence, le TRI 5 ans n'est pas forcément adapté. Il aurait fallu avoir un TRI 10 ans et je crois pas qu'on ait encore 10 ans pile Non, poil. Bon, la SCP a été lancée en 2013, donc finalement, on voilà, aura. elle va fêter ses 10 ans. C'est ça. Donc on aura plus de visibilité, je pense, avec le TRI 10 ans, parce que de mémoire, elle est sortie au prix de 200. Donc elle a déjà été revalorisée de 4% sur 10 ans. Donc vous voyez ce que je vous disais, hein, ces derniers temps, les SCPI ont été moins revalorisés. Alors, de par le fait aussi de la typologie des biens, si vous prenez une SCPI comme Rivoli Avenir Patrimoine, qui fait du 100% immobilier parisien Île-de-France, vous avez un rendement à 3,80, mais vous avez une appréciation de prix de part qui est supérieure à 20% de mémoire sur les 10 dernières années. Parce que, comme le faisait remarquer, l'immobilier parisien s'est fortement revalorisé avec des rendements qui n'ont pas suivi. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve à des rendements assez faibles. C'est ça aussi qui peut s'expliquer, hein. Un rendement élevé va baisser les perspectives de revalorisation à terme. Puisque là aussi, l'idée, c'est d'avoir un juste milieu, de prendre effectivement une puissance de distribution, mais aussi une puissance de revalorisation, enfin un potentiel, pardon, de revalorisation. Alors après, c'est à vous, hein, vous pouvez privilégier potentiel uniquement de revalorisation, faites du 100% Paris, hein. Vous allez effectivement avoir une valorisation qui va être très très forte, mais un taux de rendement très faible. Et si vous voulez, si le capital immobilier, si sa revalorisation ne vous intéresse pas forcément, c'est plus les revenus, eh bien effectivement, aller chercher des rendements plus élevés. Là, sur les 10 prochaines années, je pense que ce sera compliqué d'avoir des revalorisations de parts. Les autres avantages, donc effectivement, la déductibilité des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de parts de SCPI. Alors, dans le dialogue, il s'agit de prêts immobiliers. Parce que bon nombre de banquiers financent avec des crédits conso des achats de parts de SCPI. Si le fisc fouille un peu, c'est pas possible de déduire les intérêts d'emprunt. Je pense qu'actuellement, le robinet est un peu fermé pour les prêts pour acquérir des parts de SCPI. La possibilité de bénéficier du régime de microfoncier. Alors là, effectivement, pour ça, il faut déjà avoir un bien loué en direct. Si vous n'avez que des SCPI en revenu de part, ce sera obligatoirement le régime réel. Vous ne pourrez pas bénéficier du régime foncier. Et puis, bah, les plus-values de cession sont soumises au régime des plus-values immobilières des particuliers. Donc, c'est-à-dire que vous avez les abattements pour durée de détention. Donc, je crois qu'on arrive à une exonération totale de mémoire, c'est 30 ans sur les prélèvements sociaux et 22 ans sur l'impôt sur le revenu. Voilà en gros ce que je voulais repréciser. On va revenir ensuite aux quelques questions qui viennent d'être posées pendant mon intervention. Également, je reviendrai aussi sur les avertissements et les risques. Alors, concernant euh,
J'ai vu passer une question justement sur la politique d'adaptation de votre portefeuille aux enjeux actuels, rénovation énergétique, modularité des espaces et de bureaux notamment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet, Romain? Je t'écoute. Alors, c'est un vrai enjeu, hein, et c'est aussi un des gros avantages du label ISR, c'est que finalement, on prend en compte ces éléments, et notamment les éléments environnementaux qui deviennent de plus en plus prégnants. Alors, et avec un élément toujours à avoir en tête aussi, hein, sur l'immobilier tertiaire, c'est que beaucoup de charges sont refacturées aux locataires. Je vous donne un exemple, hein, la taxe foncière, elle est refacturée aux locataires. Et c'est, et c'est pareil, hein, pour de nombreux, finalement, de nombreuses charges dans l'objectif d'améliorer le bâti sont refacturées aux locataires. Donc ça, c'est le premier élément pour l'existant. Le deuxième, c'est que dès qu'on achète, hein, nous, on prend en compte les éléments, finalement, on provisionne dans nos acquisitions les dépenses qu'on va avoir pour adapter, si besoin il y a, notre actif aux différents enjeux, notamment, encore une fois, les enjeux environnementaux. Alors, une question par rapport, oui, au report à nouveau. Donc, tu as mentionné le fait de 15 jours de report à nouveau, c'est-à-dire, alors, le report à nouveau, donc, ce sont effectivement ces loyers qui ont été mis en réserve. Et ce qui va être intéressant de regarder, c'est si demain les loyers s'arrêtent, ce report à nouveau, pendant combien de temps il est capable de compenser les loyers qui auraient été versés sur les 12 derniers mois. Donc là, effectivement, on est sur 15 jours, c'est-à-dire que les réserves permettent d'assurer 15 jours de distribution sur les 12 derniers mois à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ça l'idée, parce qu'après, d'avoir 1 million, 2 millions, enfin, c'est des montants, ça n'a pas forcément de signification. Il faut la mettre au regard des distributions qui sont faites. Alors, de mémoire, j'ai connu des SCPI qui avaient jusqu'à 5, 6 mois, 12 mois, mais c'est plus des anciennes SCPI historiques qui ont pu constituer ce report à nouveau sur 20, 30, 40, 50 ans d'existence. Il y a aussi sur ce que j'ai pour habitude notamment de dire, de la politique d'adaptation des portefeuilles aux enjeux actuels. Vous avez des SCPI récentes où ça va être moins prégnant que des SCPI qui ont 50 ans d'existence, qui ont des biens très vieux, où il y a des besoins importants de rénovation. L'avantage des SCPI créées récemment, c'est qu'elles ont pu acheter déjà des biens avec des normes environnementales, même si elles sont amenées à se renforcer, à s'améliorer dans le temps, mais qui avait déjà des considérations sur ce genre de problématique. Alors, je regarde les autres questions, notamment, oui, sur le... Alors, est-ce qu'il est possible de souscrire en versement programmé Oui, l'épargne épargne-pierre? oui, alors à partir, il faut une souscription initiale de 10 parts, de 10 parts et 30 parts, donc 10 parts sur épargne-pierre, 30 parts sur épargne-pierre Europe. Donc pour rappel, c'est 2080 € sur épargne-pierre et 6000 € sur épargne-pierre Europe. Et ensuite, une part minimum, soit mensuelle, soit trimestrielle. Donc 200 € pour épargne-pierre Europe, 208 € pour épargne-pierre, et bien entendu un multiple de ces montants. Alors, une observation là sur les frais de souscription et de gestion qui sont énormes. Je dirais, donc j'ai la chance de connaître les SCPI depuis 2007. 10% de frais de gestion, 10% de frais de souscription, c'est en gros les frais du marché. Dernièrement, on a pu voir des SCPI effectivement qui affichent 0% de frais de souscription, mais il y aura 5% si vous sortez avant 3 ou 5 ans de mémoire. Et en contrepartie, vous avez des frais de gestion, enfin de frais de souscription qui pourraient être nuls, voire très faibles. Vous avez des frais de gestion qui peuvent être importants, notamment quasiment 50% de plus et être aux alentours de 15% contre 10% pour une SCPI traditionnelle. Mais encore une fois, en l'occurrence, je dirais ce sont des frais de marché et c'est des frais qui sont pris uniquement sur les revenus. Voilà, c'est de toute façon, si il devait y avoir une baisse sur les frais de souscription, vous retrouvez la contrepartie dans les frais de gestion, voire dans des frais de justement de transaction au moment de l'achat de biens immobiliers, hein. Encore une fois, enfin, dans le document d'information clé vous permet de mettre en exergue tous ces frais je dis pour pouvoir comparer. Maintenant, en règle générale, c'est des scénarios très bas ou voire des côtés dans ce genre de document où on va prendre en compte seulement les frais, mais pas forcément les revenus. Euh, alors, concernant les autres questions,
Alors, est-ce qu'on peut souscrire quand on n'est pas résident en France? Alors, La réponse est oui. Alors nous, on n'accepte pas, on n'accepte pas ce qu'on appelle les US personnes, hein, donc les résidents fiscaux américains, pour des problèmes avec enfin, pour des problèmes, parce que le fisc américain est extrêmement exigeant, et globalement, aujourd'hui, toutes les sociétés de gestion de SCPI, on a ah ben, la même tout, politique. enfin, Tout, ouais, tout. tout ressortissant américain, même si vous avez gagné une carte verte à la loterie, la prenez pas, hein, parce que vous pourrez plus rien faire en Europe. Effectivement, l'IRS, donc le fisc américain, exige que toutes les informations remontent et pour des soucis de communication et de facilité. Donc, en l'occurrence, en France, on va pas prendre de résidents américains, comme pareil pour les Suisses. Hein, on est assez à l'aise avec tout ce qui est sur l'Europe, notamment la zone économique européenne, enfin la zone euro surtout. Voilà, en l'occurrence pour ceci. Alors, inconvénient, hein, si vous êtes non résident et que vous souscrivez des parts de SCPI, vous allez devoir faire une déclaration en France. Puisque, effectivement, ensuite, il y a des contreparties, il y a des conventions avec votre pays, mais en l'occurrence, les revenus fonciers français doivent être déclarés en France. Voilà. Donc, ça risque de complexifier votre situation. Donc, je dis, si vous êtes non-résident, regardez plutôt dans des supports immobiliers, dans vos contrats d'assurance vie ou autres, que de l'immobilier en direct. Alors, une observation, effectivement, je ne comprends pas pourquoi on choisirait Épargne-Pierre alors qu'Épargne-Pierre Europe est similaire avec moins de fiscalité. Alors, non, ouais, c'est une bonne question. Finalement, il y a des épargnants qui préfèrent avoir une SCPI qui a déjà un patrimoine très important, ce qui est le cas d'Épargne Pierre, encore une fois, 1000 locataires sur cette SCPI. Euh, et il y en a d'autres qui préfèrent avoir Épargne Pierre Europe, donc qui vient de se lancer, donc mécaniquement avec un patrimoine plus petit, mais qui en constitution de patrimoine, avec encore une fois l'avantage de constituer un patrimoine dans des conditions de marché en ce moment qui sont bonnes, et en effet moins de fiscalité. J'ai envie de dire, tout va dépendre du profil de chacun. Effectivement, et aussi historiquement, hein, on l'a vu, les SCPI qui investissent sur l'Europe, donc essentiellement zone euro, ça a seulement 10 ans. Les SCPI ont 50 ans d'existence. En matière de fiscalité, on a aussi nombre de contribuables qui ne sont pas forcément dans la tranche à 30%. Donc voilà, tout ceci garde encore un intérêt et c'est effectivement votre situation qui va dicter les choses. Alors, si j'ai aussi une question sur la fiscalité en cas de souscription via un PER. Alors, je dirais là, on est dans une enveloppe fiscale. PER, assurance vie, PEA, même si vous ne pouvez pas en mettre, c'est uniquement au moment où vous sortez les fonds que la fiscalité de l'enveloppe fiscale va s'appliquer. Là, effectivement, on a évoqué la fiscalité dans une cadre d'une détention en direct. Quand vous détenez le produit à l'intérieur d'une enveloppe fiscale, il n'y a pas de fiscalité si vous ne sortez pas de fonds de ces enveloppes fiscales. Et c'est aussi le cas pour le PER. Et là, je vous invite, si vous n'avez pas participé au webinaire PER de lundi dernier, il y aura un prochain webinaire, un webinaire PER dans 2 mois, je crois, de mémoire. Enfin, la date n'est pas encore prévue, mais vous pouvez regarder, vous aurez le temps de souscrire de toute façon d'ici à la fin de l'année. Mais voilà, en l'occurrence, on est sur la fiscalité liée à l'enveloppe fiscale. Je vois que le temps tourne. C'est la dernière question à laquelle je vais répondre. Le webinaire sera disponible donc effectivement sur la chaîne YouTube de Bourse Direct. On vous enverra également la présentation, mais toutes ces informations, vous les retrouvez pour la partie réglementaire, comme d'ailleurs il faut que je vous parle de l'avertissement sur les risques notamment, sur les sites internet, que ce soit épargne.boursedirect.fr ou le site du groupe Atlante Voisin. Il suffit de taper Atlante Voisin ou même Épargne Pierre ou Épargne Pierre Europe dans votre barre de recherche et vous allez tomber directement. Alors, il peut y avoir des liens sponsorisés commerciaux, mais vous regardez bien le site Atlante Voisin pour arriver justement sur les informations et avec notamment vous avez les statuts, vous avez toute la documentation est disponible.
est disponible. Donc moi, au niveau des avertissements, effectivement, donc les informations contenues dans cette présentation ne constituent ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Elles ont été mises à jour le 6 avril 2023 et peuvent être partielles. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. C'est ce que je disais au début. Effectivement, tous ces produits d'investissement doivent être remis en parallèle à votre situation. Et c'est là où on vous incite à nous appeler, notamment le numéro de téléphone. Alors, effectivement, pour nous, concernant le site épargne, vous allez le retrouver ici. Donc là, c'est le site traditionnel. Et si je vais y arriver à vous mettre le site épargne. Alors, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez, vous avez en haut la possibilité, enfin, le numéro de téléphone du service épargne 01 56 88 40 44 où vous pouvez demander à être contacté. Et là, vous allez retrouver, par exemple, et sur le site, vous retrouvez l'ensemble effectivement, des produits que nous commercialisons, hein, puisqu'il y a les SCPI d'épargne pierre Atlante Voisin, mais vous en retrouvez également d'autres. Vous allez donc placer et épargner, vous voyez SCPI au PCI de rendement. Et là, vous retrouvez l'ensemble des produits que nous sommes amenés à commercialiser. Voilà. Et depuis ce site, vous pouvez faire des demandes de renseignements pour qu'on vous rappelle ou vous avez également le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Pardon. Alors, pour en revenir maintenant, l'ensemble des risques. Effectivement, LSCPI, ce que je disais tout à l'heure, est un placement long terme dont le principal intérêt est de générer des revenus. Il est conseillé de détenir des parts pendant une durée minimale de 10 ans afin d'amortir les frais inhérents à l'investissement de la SCPI. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le TRI était faible et inférieur au rendement distribué sur 12 mois parce que on est encore loin de la durée de détention conseillée. Si vous n'avez pas d'urgence à investir, les 10 ans sont bientôt, on pourra calculer le TRI à 10 ans sur les CPI épargne pierre assez rapidement. Voyez ce que j'avais attiré votre attention sur le risque de liquidité, pardon. La sortie n'est possible que dans le cas d'existence d'une contrepartie à l'achat. La SCPI ne garantit pas la cession d'épargne ni le retrait. Vous êtes donc soumis au risque de liquidité. En cas de demande de rachat ou de retrait de vos parts de SCPI, ce rachat ou ce retrait ne pourra être effectué que s'il existe une contrepartie. En cas d'absence de contrepartie, vous pourriez ne pas pouvoir céder vos parts et pourriez devoir accepter un prix inférieur au prix de retrait. Alors actuellement, je dirais, sur les SCPI, sur les 10 dernières années, on n'a eu aucun problème de liquidité parce que on est en collecte positive. Avec l'éventualité peut-être de baisse des valeurs d'expertise, euh, peut-être que c'est quelque chose qui peut se retourner. Maintenant, je dirais, un des gros points positifs qu'ont anticipé les sociétés de gestion, et comme je vous disais tout à l'heure, on a peut-être eu sur les 10 dernières années assez peu de revalorisation, c'est qu'actuellement, on a un grand nombre de SCPI qui sont décotés. C'est-à-dire que vous achetez actuellement le prix, enfin le patrimoine qui est de chaque SCPI en dessous de sa valeur. Ce qui fait que bon nombre de SCPI peuvent voir baisser leur valeur de patrimoine de 10% sans que vous le ressentiez dans le prix de souscription et qui en découle sur le prix de retrait. Un des gros avantages, tout à l'heure on l'a vu, hein, épargne pierre, vous avez une valeur à 225 au 31-12 de reconstitution, pardon, un prix de part à 208. Donc c'est-à-dire que là, si on baisse de 10% sur la valeur du bien, donc on descendrait à 225 moins 10%, moins 22, 203 euros. Vous voyez, on serait aux alentours, on serait toujours dans cette fourchette de plus 10%, moins 10% pour le prix de souscription qui serait de 208. Et là, on reviendrait à un prix plus raisonnable d'acquisition. Voilà, en gros, je dirais un des points positifs quand même que les sociétés de gestion ont anticipé. Les risques de perte en capital, effectivement, l'investissement n'est pas garanti. Cet investissement comporte un risque de perte en capital. Le risque de marché, donc là, c'est le risque des marchés immobiliers. Comme on a pu le voir et comme Romain a pu vous le préciser, certains pays en Europe ont commencé à baisser. Et effectivement, si vous deviez revendre avant au moins l'horizon d'investissement de 10 ans, voire avant que le prix de part ne dépasse je dirais votre valeur de retrait, pardon, que vous perdiez de l'argent. Et effectivement, on a parlé également du crédit, donc je dois attirer aussi votre attention que sur l'acquisition de parts de SCPI à crédit, le souscripteur ne doit pas tenir compte uniquement des revenus provenant de la SCPI compte tenu de son caractère aléatoire pour faire face à ses obligations de remboursement. Effectivement, si au moment où vous souscrivez, vous calquez
votre remboursement sur la distribution. Vous allez, s'il devait y avoir des baisses de distribution, eh bien vous allez devoir compenser pour pouvoir rembourser le prêt. Donc ça, c'est un des premiers risques sur lesquels on doit tirer. Et puis bah, effectivement, le risque lié à la défaillance au remboursement de prêt, les parts de SCPI pourraient être alors devoir être vendues, pouvant entraîner une perte en capital. C'est ça, effectivement, c'est ce que vous êtes aussi peut-être sujet à ce que les intervenants étrangers qui investissent à crédit, et effectivement, une des chances qu'on a en France, c'est de pouvoir faire du taux fixe. Sachez que c'est pas pareil à l'étranger, hein. Aux États-Unis, le taux fixe, ça existe quasiment pas, hein. C'est pour ça que quand il y a des événements de crédit, il y a toujours des difficultés pour les entreprises et les particuliers, puisqu'ils sont tous en taux variable. Voilà en gros pour ce que j'avais obligation de vous rappeler. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir assisté. Je remercie Romain d'être venu nous parler des SCPI du groupe Atlante Voisin. Merci. As-tu un mot de conclusion? Non, merci à toutes et à tous, hein, pour cette écoute et au plaisir. Voilà. Ben, il me laisse il me reste à vous souhaiter pardon, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Donc vous savez où trouver toutes les invitations sur le site. Donc n'hésitez pas, on sera là et on essaye toujours d'essayer de vous apporter de nouveaux produits innovants et pour lesquels vous pourriez avoir un fort intérêt. Merci beaucoup. Excellente soirée.